Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, vous avez toujours rêvé d'apprendre le japonais, ça tombe bien, on a un prof à vous présenter, youtubeur de métier, Julien Fontanier, ce sera notre influenceur de la semaine. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Et Gaël, avec toi, on va replonger dans le feuilleton qui nous a un peu tenu en haleine toute cette première partie de saison. Artemis, oui, elle a bien décollé, jusque-là tout va bien, elle est même revenue sur Terre, mais dans son aller-retour de 1,6 million de kilomètres jusqu'à la Lune mi-novembre, elle a surtout emporté des CubeSats avec elle. Tu vas nous en parler. Tout à fait, parce que c'est pas fini cette histoire, il y a encore du monde là-haut et on va pouvoir, avec ces CubeSats, découvrir un peu à quelle sauce nos astronautes vont être mangés sur les futures missions Artemis. Et on va aussi manger, l'actu à des sauces différentes. Aujourd'hui, vous le savez, c'est le retour du Club Actu avec nos invités Marion Moreau, Stéphane Zibi. En première partie de cette émission, on va parler du CES 2023 parce qu'il ouvre aujourd'hui à Las Vegas. C'est le retour de ce grand salon de l'électronique, 53e édition s'il en est. 2500 exposants, 100 000 visiteurs attendus sur quelques 18 hectares de stands. Après 2 éditions online et en petit comité pour cause de Covid, à quoi faut-il s'attendre? On en parlera. Et puis en deuxième partie, c'est encore le moment de faire de bonnes résolutions, ou peut-être pas en tout cas pour les géants de la tech. Ils ont rythmé l'année 2022 à coups de feuilletons médiatiques et de lubies numériques. Que nous réserve-t-il pour 2023? On va parler d'Elon Musk, de Sam Bankman-Fried, que des gens que vous connaissez bien ici dans cette émission. On en parle évidemment avec Marion Moreau, journaliste spécialiste de la tech et du numérique, et Stéphane Zibi, directeur digital learning du groupe Pionis, également chroniqueur dans On refait le Mac et sur RCJ. Bonjour à vous, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour tout le monde. Marjorie. On va évidemment égrener ces actus dans un instant, mais d'abord, focus. Et on part pour le Japon tout de suite à la rencontre de Julien Fontanier. Vous le connaissez peut-être, puisque sur YouTube, évidemment, c'est une star. Il donne des cours de japonais à plus de 300 000 abonnés. Le portrait de ce prof, pas comme les autres, est signé Xavier Terrade. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble. Et c'est parti pour un cours de japonais avec Julien Fontanier. Alors, je me présente rapidement, je suis Julien Fontanier, spécialiste en culture japonaise. J'écris des articles, je fais des reportages, notamment au Japon. Je suis également traducteur, interprète, et j'enseigne le japonais. Sa chaîne YouTube, lancée en 2015, a plus de 300 000 abonnés. Si elle cartonne autant, c'est qu'elle répond à un véritable besoin. Je me suis rendu compte que énormément de personnes, de nos jours, dans notre société française, même francophone, pas seulement les limites de la France, étaient passionnés par le Japon, étaient passionnés par la langue japonaise, que ce soit grâce aux mangas, grâce aux animés, grâce aux jeux vidéo, ou tout simplement grâce à la richesse et la beauté de la culture japonaise. Et je me suis rendu compte surtout que toutes ces personnes, finalement, n'avaient que très très peu accès à l'apprentissage de la langue japonaise. Et ça, c'est un très très gros problème, un problème auquel j'entends remédier. En juin 2022, Julien Fontanier s'était notamment intéressé aux légumes du potager. La pomme de terre se dit en japonais jagaimo. La carotte se dit en japonais ninjin. Mais l'un de ses plus grands succès concerne sa vidéo dans laquelle il dévoile son tableau des katakana version manga. Elle a cumulé plus de 175 000 vues. J'aimerais vous montrer comment, grâce à votre passion pour les mangas, vous pouvez vous motiver à apprendre le japonais et surtout comment vous pouvez y prendre du plaisir. Et pour illustrer cela, j'ai créé un tableau des katakana version manga. Certaines de ces vidéos ont franchi le cap des 500 000 vues, un nombre qui pourrait bien continuer à grimper car les vidéos de cette petite star 2.0 de la culture manga sont intemporelles et donc toujours d'actualité, même des années après. Des cours de japonais, ça vous tente, messieurs, dames, pour démarrer cette année? Oui. Apprendre à le lire déjà pour être un peu moins perdu en arrivant à l'aéroport. C'est un peu compliqué de gérer des alphabets différents qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et pour aussi, du coup, avoir cette agilité, j'imagine, et cette souplesse intellectuelle grâce aux Japonais. Bon, on continuera à égrener, évidemment, nos influenceurs pédagogiques. Vous le savez, dans l'école du futur, on va descendre, nous, les actus qui comptent justement cette semaine avec Marion Moreau, avec Stéphane Zibi et avec Gaël Musquet. On ouvre notre Club Actu, c'est la première partie.
Et pour cette toute première actu de 2023, je vous propose de se demander si le CES, la grand-messe de l'électronique, qui est de retour aujourd'hui, ce jeudi, à Las Vegas, va justement opérer une mutation ou va nous permettre de pouvoir découvrir de nouvelles innovations. 53e édition pour le plus grand salon tech au monde. 2500 exposants, on nous promet 100 000 visiteurs aussi sur 18 hectares de stands, c'est très précis. Il faut dire que les 2 dernières éditions étaient quand même un peu en demi-teinte. 2021, édition en ligne. 2022, petit comité pour cause, là aussi de recrudescence de Covid. Il faut s'attendre à quoi, Marion Moreau, Stéphane Zibi, exactement ? À quoi il faut s'attendre ? Oui, je pense que les 2 éditions, comme tu le disais, étaient resserrées. Donc là, il va y avoir du monde. Les gens ont besoin de se retrouver, de discuter, de faire du business. Parce que le CES, c'est une place de business très importante aux États-Unis. Je pense qu'effectivement, au niveau de l'affluence et de la fréquentation, on va avoir beaucoup de monde. On a beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont d'ailleurs partis là-bas. Après, sur les catégories de produits, c'est vrai que le CES est diversifié. On va en parler un petit peu après. Mais on était historiquement sur l'électronique grand public. Et là, on va voir évidemment les dernières voitures peut-être autonomes. On va voir des catégories de devices en tout genre et ça va être, je pense, intéressant, au moins sur les tendances. Ces grands show tech, ces grandes conférences, elles ont encore une utilité aujourd'hui, Stéphane. D'abord, qu'est-ce qu'on y cherche ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Est-ce que c'est un peu, le grand fourre-tout de l'innovation et de l'électronique ? Ah, ça, c'est sûr que celui-là, alors là, c'est sûr qu'il vient quasiment en tête de tout, parce qu'en gros, on ne peut qu'y trouver, c'est même que quand tu donnais les chiffres, c'est presque au kilo, quoi. Ouais. Et donc c'est quand même un petit peu particulier parce que je pense que quand même, quand on est une conférence, on sélectionne un peu. Là, je sais pas s'il y a une sélection. Il y en a une apparemment, mais je veux pas être méchant. Mais en fait, cette édition, pour moi, c'est presque l'édition pas de la dernière chance, mais si c'est un échec, je ne sais pas si les prochaines auront un intérêt, etc. Ça passe où ça casse, en gros ? J'ai l'impression, parce que quand même, quand on veut se renouveler, il s'est passé des choses ces 2 dernières années, il y a eu cette épidémie, mais quand il y a ça, en tout cas nous, il y a plein de gens qui se sont remis en cause. Je ne sais pas s'il y a eu cette remise en cause. Quand l'organisateur Shapiro dit le CES est devenu le plus grand salon de l'automobile au monde. Il n'a pas forcément tort, pour le coup. En participant, oui, d'accord, mais est-ce que les gens viennent voir ça ? Peut-être les gens qui viennent voir le salon de l'auto parce qu'ils veulent voir de l'auto, mais c'est sûr que ça fait partie de l'électronique grand public, donc en gros aujourd'hui maintenant c'est quelque chose qui est important. Mais si donc le CES se transforme en méga salon de l'auto, très bien, ça se positionne comme ça et peut-être ça aura une certaine légitimité. Mais bon, moi mon repère pour ça, pour le CES, ça restera toujours Olivier Ezrati. Qui était hier sur ce plateau en compagnie de Fanny Bouton pour nous parler quantique. Très bien, je suis ravi parce qu'en gros voilà, et donc avant le Covid, il avait décidé d'arrêter de faire son rapport du CES parce que pour lui, il disait que ça y est, on arrivait à Et quand je dis ça passe ou ça casse, on avait toujours l'impression qu'on avait presque tout le temps les mêmes sociétés, les mêmes gadgets, les mêmes choses qui revenaient, qui apparaissaient comme des nouveautés ou alors avec peu de nouveautés, etc. C'est pour ça que là, peut-être, avec ces 2 années de stand-by, peut-être il y a un renouvellement. S'il y a un renouvellement, tant mieux. Ça donne un nouveau souffle. Je sais qu'aussi, politiquement, c'est important d'y être. Donc les politiques y vont, c'est bien d'y se présenter. On s'y affiche, on voit énormément de délégations passer sur les stands. Il y a beaucoup de tourisme, des délégations régionales qui se rendaient là-bas. Pas tant pour l'aspect développement économique de la région forcément, mais un peu touristique pour aller à Las Vegas au moins une fois. C'est vrai que d'une année à l'autre, on avait très peu d'itérations, en tout cas d'intérêt à y assister. Sur 2 à 3 années, évidemment, on voyait des sauts là pour le coup. Entre différentes technologies, maturité, sur les écrans, ça pouvait être pertinent. Là, effectivement, après le Covid, sur toutes les remises en question écologiques, de transition. Bon, vous achetez pas mon CES en l'occurrence, c'est 2023, c'est ce que je suis en train de me dire. Parce qu'alors, on va revenir justement à ces délégations. C'est vrai qu'il y a une zone qui est importante au CES, ça s'appelle Eureka Park, c'est l'endroit où se trouvent toutes les startups du monde entier. Encore une fois, cette année, on nous promet 1000 startups de plus de 20 pays, des jeunes pousses ukrainiennes qui vont être mises à l'honneur. Pour la première fois aussi, des délégations africaines qui vont venir justement en masse à Las Vegas. Et côté France, Jean-Noël Barrot, le secrétaire d'État à l'économie numérique, va accompagner la délégation French Tech et ses 170 pépites. Ça sert à quoi de montrer les muscles de ces Startup Nation ? Est-ce qu'il faut vraiment déployer à chaque fois un armada de start-up, de scale-up, pour montrer qu'on innove mieux que les autres ? Le chiffre compte pour
quoi que ce soit dans cette histoire? On est bien aux États-Unis, à Las Vegas, c'est l'endroit de la multitude, c'est l'endroit du show-off, et c'est l'endroit où effectivement on montre les muscles. Mais je pense que le mot que tu as dit est important, démontrer. Il faut que ce soit les entreprises qui ont tout à jouer sur le fait de montrer leurs innovations, comme les États, de montrer qu'elles ont leur French Tech aussi, en tout cas leurs écosystèmes propres. Oui, c'est une opération de démonstration, c'est une grande opération de communication, le CES de Las Vegas. Les politiques, comme tu le disais, y vont, et pas seulement effectivement la France. Je reviendrai après peut-être sur l'espace français qui me paraît quand même peu cohérent par rapport à ces opérations de communication, mais c'est vraiment la démonstration qu'on innove et à qui gagnera le meilleur prix. Les concours de start-up sont très importants, ils permettent de médiatiser aussi, pas seulement des devices, mais aussi des labels par pays. Donc c'est un endroit de compétition et de bataille de communication, le CES, c'est sûr. C'est que de la com, si j'ose dire. C'est beaucoup, parce que y être, c'est bien. Faire une visite, je pense que la délégation, ils vont faire une journée et après ils vont se tirer à Las Vegas, à San Francisco pour aller voir. En l'occurrence, la délégation du secrétaire d'État, oui. Voilà, c'est ça, voilà, ministre délégué maintenant. Non, c'est ça. Et donc en gros, ils sont. C'est beaucoup de com, c'est qu'il faut y être, et c'est ça la force du CES. C'est une marque qui est installée depuis longtemps, mais bon, à un moment, il y en aura d'autres. Hein. C'est un moyen aussi. Enfin, moi, pour avoir croisé beaucoup d'entrepreneurs français là-bas que je ne croisais pas ici, un de nos regrets, c'était justement de ne pas pouvoir se croiser en France, sur le sol européen. Il manquait d'événements à l'époque. Il y avait moins de Vivatech, en tout cas, on n'avait pas l'audience qu'avait Vivatech à l'époque où j'y étais. Pas assez d'événements européens parfois pour se fédérer au niveau européen. Donc, un petit peu repolariser les rencontres entre les différentes startups, les différents labels en Europe, ça ferait pas de mal. Mais il y a quand même le Web Summit, il y a le Mobile World Congress aussi qui challenge pas mal d'ailleurs le CES. Ah oui. Sur du mobile, ouais. Ce qui nous manquait, en tout cas moi l'impression que j'avais, on peut continuer, le FOSDEM en Belgique tous les ans, c'est parfois cette porosité dont on avait besoin entre différents corps, différentes communautés, qu'on arrivait à avoir au CES, mais c'était très grand. Mais c'est vrai que moi, les 3 fois où j'y étais, ces moments-là, c'était aussi pour les communautés françaises, toutes régions confondues, y compris l'outre-mer, se rencontrer là, ce qui était difficile parfois de se faire sur l'Hexagone. Bon, donc c'est le dernier salon où l'on cause en tout cas innovation. Au programme en tout cas pour cette année, on nous promet encore une fois des gadgets boostés à l'IA, jusque-là tout va bien, des robots humanoïdes, des écrans qui se déploient littéralement sur toutes les surfaces. Il y aura eu une sélection Web 3, tiens donc comme c'est étonnant, avec de la XR, des métavers et des cryptos dedans. Est-ce que dans ces tendances, il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre, ou est-ce qu'il faut le voir comme un bouillon finalement d'innovation? On va aller picorer les dernières avancées de certains constructeurs et innovateurs et innovatrices. Marion. Historiquement, pour y être allé, vous aussi, c'est un bouillon. Effectivement, il y a autant de robots humanoïdes que d'objets connectés, on y voit beaucoup de hardware, mais aussi du soft. Donc, je pense que cette année, on va revoir la même chose. Je pense qu'on va se voir se côtoyer des stands comme ça qui vont défier un peu la performance dans la démonstration. On va voir évidemment des voitures. La présence des constructeurs, on l'a dit, elle est présente là-bas. Est-ce qu'il y a une tendance plus qu'une autre? Oui, je pense que les grands buzzwords ne couperont pas justement à ce qu'est le CES, c'est-à-dire aussi un buzz place, quoi. Et effectivement, le Web3 va être très probablement mis en avant. Bon, moi j'ai quelques réserves par rapport à ça, mais mais voilà, probablement beaucoup d'objets connectés. Je me rappelle Doris Sédou qui à chaque CES sortait le patron de Parrot. Le patron de Parrot, exactement, et qui me disait qu'à chaque fois c'était l'occasion de rigoler un peu. On fait des gadgets, on ne sait pas forcément qu'il y aura une vraie mise sur le marché, mais peu importe, c'est là-bas qu'on croise les grands journalistes, les grands médias mainstream, et c'est important de pouvoir se frotter à eux là-bas. Bon, donc Las Vegas ou pas Las Vegas? Moi, je n'y suis plus allé depuis qu'Olivier faisait son rapport. Encore une fois, voilà. Donc, tu bois les paroles d'Olivier Ezrati, mais c'est beau. Je suis Olivier Ezrati. Master of CES. Voilà, exactement, voilà, c'est ça, c'est moi. Maintenant
même quand il y est plus, il va quand même faire un rapport. C'est ça qui est quand même... Évidemment. Parce qu'il a le don d'ubiquité. Tu veux que je dise, c'est le quantique, ça. Voilà. Je pense il est intriqué avec le CES. Voilà. Là, je pense que voilà. Donc, même s'il ne se déplace plus, il arrive quand même à nous écrire des choses là-dessus. Et en fait, quand il fait sa synthèse, voilà, ça me suffit. Voilà. Ou peut-être j'ai passé l'âge, mais c'est vrai que c'est le seul salon avec le Mobile World Congress. Dès le premier jour, j'ai mal aux pieds, donc et je peux plus me lever le lendemain. C'est une stratégie. Arpenter le CES, c'est une stratégie. Tu augmentes ton nombre de pas de façon drastique. C'était intéressant. Marion l'a dit. Il y a beaucoup de hardware. Ce qu'on a parfois un peu de mal à voir ailleurs. En tout cas, pas mal de constructeurs asiatiques, américains, et même là, j'ai eu l'occasion de voir même du matériel fabriqué en Haïti. C'était hyper intéressant pour moi. Moi, j'aime toucher les machines, donc voilà, c'était intéressant pour moi de pouvoir les... Déclaration de gagnant. pouvoir les toucher. On va un peu protocole Matter. C'était intéressant aussi sur les précédentes années. J'aimerais voir un peu ce que ça donne cette année de voir des pavillons de protocoles. Le protocole Thread pour l'Internet des objets, Matter qui est une fusion un peu de tout ça, du Zigbee, du Bluetooth. Parce qu'il y a énormément de développeurs aussi. Exactement. Et il y a justement, comme toi, toucher de près les derniers devices et ouvrir aussi les OS pour savoir complètement. Il y a eu pas mal d'évolutions sur Ethereum, par exemple, des machines qui commencent à être vendues pour un peu concentrer l'écosystème hardware autour de la crypto qui seront présents. On a eu beaucoup de pénuries. Attention aussi sur les composants électroniques, qui a touché aussi la crypto, sur l'accès aux cartes graphiques qui sont revendues aujourd'hui pour une peau de chagrin. Donc ça, je suis intéressé. Ça va être intéressant de voir un peu comment ces pénuries, ces revirements, ces chutes de valeur dans la crypto vont aussi... C'est un peu le CES de la débrouille, en fait, ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire que plutôt que de penser dernière innovation, dernier cri ultra high-tech, il va falloir essayer notamment pour pouvoir être dans la tendance d'un numérique et d'une tech plus sobre, plus éthique, moins énergivore, penser à la façon dont on va pouvoir mixer de la low-tech pour réussir à faire avancer un petit peu. Là, on n'a pas eu le choix sur les composants électroniques. Moi, franchement, j'attends de voir un peu ce qui va sortir comme image et comme matériel. Effectivement, c'est un peu pour moi le CES, et ce sera peut-être pas le sujet de toutes les discussions sur place, puisqu'il n'a même pas été très évoqué au Salon Electronica le mois dernier en Allemagne, qui est quand même un grand salon du hardware aussi, dont j'ai eu quelques échos. Mais c'est un salon qui prend des dimensions géopolitiques, avec effectivement l'arrivée de TSMC, qui fabrique les plus petits semi-conducteurs au monde, au Texas pour l'année prochaine. Le rattrapage d'Intel, qui a perdu énormément sur la partie composants. Donc ça prend quand même effectivement une dimension où on va parler à la fois du métaverse et de la surperformance de machines et de crypto qui font tourner beaucoup de machines. Et d'un autre côté, il y a ce paradigme de la pénurie des semi-conducteurs, des GPU, des cartes graphiques, où quand même c'est un vrai sujet pour les années qui viennent. Les Américains, vous le savez, sont quand même en pleine guerre avec la Chine aujourd'hui et l'écosystème asiatique pour rattraper le retard, malheureusement, qu'ils ont pris. Il a bombé le torse, Joe Biden, hier ou avant-hier, à Taïwan en plus, sur le fait que les États-Unis doivent redevenir une grande puissance des semi-conducteurs. Donc la plupart des composants sont taïwanais. En plus, et RISC-V, dont on a parlé déjà dans une chronique ici, petite architecture ouverte de processeurs et de semi-conducteurs qui monte. On peut aussi, moi je suis curieux de voir aussi ce qui va ressortir sur le pavillon. J'espère qu'il y en aura un RISC-V pour montrer un peu ce que les différents fondeurs ont réussi à faire de cette plateforme, faire le pied de nez un peu à Qualcomm. Mais on le disait justement, Marion, tu en parlais il y a un instant, crise politique, crise économique, crise climatique. Ça veut dire quoi? Que oui, la tech a conscience qu'elle s'inscrit dans ces contextes de multi-crises aujourd'hui, mais elle ne veut plus fanfaronner, faire du solutionnisme tech à tout crin. Aux États-Unis, je pense que c'est toujours le cas. C'est quand même inscrit dans l'ADN de la Silicon Valley. Je pense que c'est le cas. Par contre, les interdépendances, c'est vraiment le sujet pour les écosystèmes tech un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reprend ce thème qui ne sera de toute façon, qui sera très présent sur 2023 et 2024, c'est cette fameuse crise des semi-conducteurs, sans qui l'industrie digitale ne fonctionne absolument pas, et digitale et militaire aussi. Rappelons quand même que les semi-conducteurs participent beaucoup à l'effort de guerre militaire, et cette surabondance, cette ère de l'abondance, pour ne pas reprendre un certain Emmanuel Macron,
Qui connaît bien le CES, non, la fin de l'abondance. Il y a aussi une fin probablement de l'abondance dans les investissements. Je pense que dans les investissements, les investisseurs vont penser différemment. Ils le pensent déjà, à mon avis. Et là, on va mettre le paquet sur des Nvidia, on va remettre le paquet sur des, je dirais, de la deep tech qui est à l'origine justement de ces crises liées aux interdépendances. Aujourd'hui, Apple doit un peu se conformer à l'administration Biden sur ses décisions, tout comme les autres fournisseurs de services et de devices américains, parce qu'ils ont des accords avec des acteurs asiatiques, et donc ça devient très compliqué. Je pense qu'il y aura moins d'arrogance, moins d'abondance, plus d'investissements très focus sur des choses qui sont prioritaires pour continuer à faire tourner l'industrie digitale. Moins d'arrogance, moins d'abondance. On dit, Marion, oui pour le CES et pour la tech, mais est-ce que c'est aussi le cas du côté des géants, justement, de ces plateformes, de nos tycoon tech? On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. On va voir si Elon Musk, Sam Bankman-Fried ont pris de bonnes ou pas résolutions pour 2023. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Denuot. Ninja. All right, here we go. Oh, look at him settle into it. Oh, buddy. Yes. My good man, to the market. This is amazing. Oh. Yes. Systems for gaming will be prepared. On est très dissipé, mais vous êtes bien de retour vous, sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Marion Moreau, journaliste spécialiste de la tech et du numérique, et de Stéphane Zibi, directeur du Digital Learning pour le groupe Ionis. Évidemment, un de vos héros de On refait le Mac et des chroniques tech de RCJ. On est toujours en plateau aussi avec Gaël Musquet, parce que vous le savez aujourd'hui, on passe l'actu en revue dans notre club de l'École du Futur. Dans un instant, on parle des bonnes résolutions des tycoons de la tech. Mais d'abord, Gaël Musquet a des idées à nous partager. Et Gaël, aujourd'hui avec toi, on replonge dans la mission Artemis et surtout, c'est CubeSat. Tout à fait, ils étaient 10. Et je ne parle pas du roman d'Agatha Christie ou de la série télévisée, on pourrait, presque, mais plutôt des CubeSat qui sont partis avec la mission Artemis 1, le 16 novembre dernier. On a déjà parlé, tu as dit, de la mission, elle est partie, malgré ses fuites d'hydrogène. J'ai dit la mission, elle est partie, oui, je l'ai dit. C'est important qu'elle soit partie, qu'elle soit revenue. Elle est revenue donc, le 11 décembre, donc ça c'est bon. Sur la partie, on va dire, propulsion, la capsule, l'alimentation électrique, la survie, les données sont très net analysées, mais c'est pas fini. On a encore des machines là-haut qui essaient de comprendre un peu comment fonctionne la chimie de notre satellite naturel. Et cette 10 sur la ligne de départ, il n'en reste plus que 7.
Alors, BioSentinel, Lunar, Lunar Ice Cube, Lunar Polar Hydrogen Maper, Eculus Argo Moon et Team Miles Ce ne sont pas des insultes, ce sont leurs petits noms. C'est les noms des CubeSats. Ils sont encore vivants. Ils répondent aux différentes requêtes de la NASA et différentes agences spatiales qui les ont fabriqués, conçus et envoyés. Donc on sait que clairement ils continuent à émettre. Et ça va. En revanche, on a petits anges qui sont partis un peu trop tôt. Near Earth Asteroid Scout, CubeSat for Solar Particles et Omotenashi, l'atterrisseur japonais, qui ne répondent plus à l'appel. On ne sait absolument pas où ils peuvent être dans l'espace. Ils ont pu se désagréger, par exemple Non, là, ils sont en orbite. C'est juste que la mission ayant été reportée, les batteries se sont déchargées. Certains CubeSats ont pu être chargés entre 2 essais de lancement, mais d'autres non. Et donc, les batteries se sont déchargées. Et donc, ils font partie un peu de la constellation de CubeSats qui sont partis. Mais malheureusement, ils ne répondent plus. Donc, ce sont des débris aujourd'hui. Bon, ce que je voulais dire, ça ne va pas améliorer le statut de la pollution spatiale, en l'occurrence. Quand on parle de CubeSat, on parle de quoi exactement? On s'imagine des mini-satellites? C'est ça, c'est des Rubik's Cube, des gros Rubik's Cube minimum qui font 10 cm. C'est un standard, un format qui a été inventé en 1999 par l'Université Polytechnique de Californie et l'Université de Stanford. L'objectif, c'était que les étudiants puissent commencer à mettre le pied sur le domaine spatial, qu'ils puissent se faire les mains, le cerveau, comprendre un peu comment fonctionnent ces satellites. 10 cm de côté, de 1 à 10 kg, avec un cahier des charges qui est quand même assez strict pour pouvoir être lancé en charge secondaire sur des lancements. On utilise l'unité U pour désigner un CubeSat de 10 cm de côté. Donc un satellite de 1 U fait 10 par 10 par 10. 6 U, on fait 6 cubes à peu près de volume. Ça fait 6 litres à peu près pour ces CubeSats qui font 6 U. Et ça permet d'expérimenter plein de technologies qui sont sur étagère, mais qu'on va pouvoir décliner dans le spatial. C'est très intéressant pour des étudiants et maintenant aussi des sociétés commerciales, mais de pouvoir lancer des satellites avec ces toutes petites charges utiles, mais qui rendent de grands services. Alors, on reprend notre compte de départ. 10 CubeSats qui étaient autour d'Orion, de la capsule justement de cette mission Artemis 1. Il y en a encore 7 sur les 10 qui émettent. À quoi est-ce qu'ils servent, ces CubeSats-là? Il faudrait une chronique pratiquement pour chacun de ces satellites. Ce sont des centaines de milliers de dollars qui ont été dépensés pour les concevoir, pour les imaginer. L'espace, c'est pas cool. C'est une zone très hostile. Et donc, c'est important, en fait, sur ces CubeSats, de conserver un peu la philosophie d'Unix, système d'exploitation dont j'ai parlé dans une précédente chronique. Ils appliquent la méthode KISS, Keep It Simple Stupid. Donc ces satellites font une chose, mais ils le font très bien. Mais c'est déjà pas mal, dis donc. Plutôt que d'envoyer un gros machin qui fait tout, on envoie 10 machins qui font chacun une chose très particulière, qui permet d'observer et puis de répartir le risque. Là, on a perdu 30% certes de ces satellites, mais il y en a encore 7 qui fonctionnent, donc 70% pour l'instant de réussite sur le lancement, déjà, on va voir si les capteurs fonctionnent. Et en fait, sur ces différentes missions, on a des satellites qui vont voir l'effet des radiations sur l'ADN des astronautes, on a qui vont détecter de l'hydrogène sur la Lune, on a qui vont essayer de détecter de la glace, des minéraux. Bref, tester aussi des nouveaux moteurs, de nouveaux moyens de propulsion cryogénique. Ces machines sont certes moins médiatisées. Alors on essaie de leur rendre justice dans l'école du futur. Qu'on se rende compte aussi que le futur du spatial, ce sont aussi ces CubeSats, ce sont aussi ces petits satellites. Alors ils ont été moins médiatisés que le retour de la capsule Orion, mais ils sont très importants parce que en fonction des résultats et des mesures qui vont être faites à partir de ces CubeSats, on va pouvoir adapter les futures missions Artemis, adapter les protections pour les astronautes, adapter la manière dont on va pouvoir exploiter des ressources minérales potentielles sur la Lune et évidemment mieux connaître comment fonctionne notre satellite naturel. Et ça aussi, l'espace, c'est forcément une des grandes actus sur lesquelles on aura l'œil ici dans le club de l'école du futur pour 2023 et évidemment les mois qui suivent. Ce New Space, la façon dont justement avec ces CubeSats, avec aussi peut-être des mini-lanceurs, des micro-lanceurs, on peut faire de chaque nation une nation de l'espace. C'est un enjeu qui va être prioritaire en 2023 parce que la coopération spatiale s'est un petit peu forcément réduite en fonction du contexte géopolitique.
Alors, elle continue, bizarrement, on voit quand même encore des coopérations un peu surprenantes entre l'Est et l'Ouest sur certains programmes. Bon, il y a une escalade, effectivement, et Artemis, d'ailleurs, a embarqué des acteurs pure players assez nouveaux du secteur privé. C'est intéressant de le voir. Il va y avoir beaucoup l'accent va être mis sur le spatial pour des raisons militaires. Je suis en train de lire le rapport que j'ai soumis à mon ami Gaël, parce que je n'y comprends pas tout, qui était un formidable décrypteur, sur l'ITU. L'ITU, c'est là où se décide le futur de l'Internet. Ça se trouve à Genève, et c'est la plus ancienne agence de l'ONU qui fabrique les standards de télécommunications mondiales. Et dans le rapport de la prochaine réunion qui aura lieu au mois de septembre aux Émirats, cette réunion va être importante. Elle est aujourd'hui sous gouvernance américaine. Elle était chinoise jusqu'à maintenant. Et bien justement, dans le rapport, on voit que le spatial est dans un certain nombre d'énormément de résolutions à faire voter lors de ce prochain sommet, notamment les satellites en orbite basse. Donc il y a clairement, de toute façon, une lecture sur 2023 qui est très très précise sur le sujet du spatial et notamment sur le spatial, on va dire, plus low cost. Tu parlais des CubeSats. Effectivement, le spatial a des coûts astronomiques, c'est le cas de le dire, en coûts d'investissement. Et là où, justement, les petites constellations, les CubeSats, pour la recherche, sont un peu plus abordables. Mais ils restent quand même extrêmement stratégiques, et pas seulement pour la science. Ils restent stratégiques parce que ce sont aussi de formidables outils de surveillance. mais comme de par hasard. Stéphane, là aussi, c'est un terrain qu'on va observer très près en 2023. Déjà, en fait, les gens, pour beaucoup, c'était un peu abstrait, ça faisait rêver. C'était des choses qui pouvaient aussi faire l'objet de séries télé ou de merveilleux films. Maintenant, on va avoir ça. D'ailleurs, on peut, même si vous avez mis à jour vos iPhones, en tout cas les derniers, quand vous êtes dans un parking au 4e sous-sol, avant ça captait pas, maintenant vous avez un petit logo qui apparaît qui est SOS satellite. Donc maintenant, l'importance des satellites vont être dans le creux de notre main. Alors qu'avant, on n'en prenait même pas conscience. Maintenant, on va en prendre conscience. Et c'est vrai que les acteurs, donc peut-être on en parlera un peu avec la deuxième partie, donc comme Elon Musk avec Starlink, vont, puisque c'est son objectif, je crois, en 2023, de faire la connexion universelle en couvrant toutes les zones blanches, en envoyant, je ne sais pas combien, 32 000 satellites. Pour l'instant, il y en est à 9 000. C'est sûr que lui, le coût par satellite est diminué de façon drastique, surtout avec ses lanceurs réutilisables. Donc c'est sûr que ça va devenir quelque chose, et en fait ça m'a fait penser en t'écoutant à Wall-E. Vous vous souvenez? Oui, vous imaginez quand même. Non, mais je ne sais pas quand est-ce que ça a été produit, ce truc-là. Les scénaristes, ils étaient vachement visionnaires, ou alors ils avaient des infos en avant-première. Le fait de ressembler vraiment à un rover martien, notamment. Pas seulement, mais surtout quand on voyait toutes ces pollutions. Les pollutions. Donc en gros, poum, on voyait des satellites tomber. Attention, on me dit dans l'oreillette que Wall-E, c'est 2008, monsieur. 2008, bah, absolument. Voilà. Donc on a besoin, c'est ce que j'explique souvent à mes petits stagiaires, on a besoin en fait de ces BD pour un peu vulgariser aussi, anticiper un certain nombre de risques qu'amènent ces différents. Juste une chose sur le cadre d'action de Sendai, quand on lit un peu aussi ces décisions des Nations Unies d'aller vers l'adaptation face au réchauffement climatique, face aux crises aussi géologiques, la priorité numéro 1, c'est de comprendre ce qui se passe, à quelle sauce Mère Nature va nous manger. Et en fait, le spatial, pour le coup, c'est le secteur qui permet d'observer en priorité à terre, de surveiller, mais aussi d'observer. Et c'est vrai que sur ces questions-là, les CubeSats et puis tous ces développements, ces nouveaux lanceurs, ils permettent aussi d'accéder plus facilement à cet espace, mais aussi de générer plus de déchets. Allez, le New Space et le fait d'avoir aussi vraiment du très concret de l'espace qui devient notre quotidien. On continuera à en parler. Tu faisais bien d'en parler là aussi, Stéphanie, un instant, parce qu'il a aussi la tête dans les étoiles. C'était Elon Musk. Il fait partie de ces tycoon tech qui ont alimenté les feuilletons médiatiques et numériques de 2022. Ça va continuer à être le cas, bizarrement, en 2023. Mais ces grands géants de la tech ont-ils pris de bonnes résolutions ou pas? On en parle tout de suite dans la deuxième partie du club. Allez, ces résolutions des patrons de la tech, on en parle avec Marion Moreau, Stéphane Zibi, Gaël Musquet. Encore une fois, ils ont beaucoup fait parler d'eux en 2022 et ils feront encore beaucoup parler d'eux en 2023. Le premier épisode le plus marquant peut-être de cette semaine, c'est le 240 millième épisode de Elon Musk, si j'ose dire. Il vient de perdre 200 milliards de dollars. D'un coup, d'un seul comme ça. C'était l'homme qui valait 200 milliards. Oui, c'est l'homme qui valait 200 milliards de dollars depuis janvier 2021, qui l'a perdu cette semaine. C'est des chiffres qui donnent le tournis, bien sûr, mais au-delà
justement, de tous ces chiffres, de tous ces multiples zéros à la fin de ces sommes, il faut s'attendre à quel type de musquerie cette année? Alors, lui, peut-être, excusez-moi, mais lui, peut-être il est incontrôlable. Donc, quand on lit qu'il a supprimé les services de nettoyage chez Twitter, que les gens ils apportent leur propre papier toilette, que c'est vraiment devenu un peu une boîte qui est un peu livrée à elle-même, alors qu'il vient juste de l'acquérir pour 44 milliards. Ça paraît rien à côté de ces 200 qu'il a perdu, donc ça va, il en est plus à ça près, mais quand même. Mais je sais pas, il est quand même assez incontrôlable, il fait les choses, même s'il fait des trucs quand même assez dingues, par ailleurs. Hein, c'est quand même ce qu'il a fait sur Tesla, ce qu'il fait entre guillemets sur OpenAI, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne et qui va révolutionner un peu ce que nous vivons au quotidien. Et je pense qu'on en parlera plein de fois dans tous les... On refait le Mac, l'école du futur ou ce que tu veux, j'en suis convaincu. Lui, je pense qu'il est incontrôlable. Je pense qu'il y a un point commun avec tout cela, c'est qu'ils ont tous perdu beaucoup d'argent. Là, j'ai vu dans le Financial Times, c'est 1400 milliards de dollars. C'est beaucoup. Donc, je pense, tout cumulé pour l'ensemble des patrons de tech. Des patrons de tech, c'est quand même beaucoup, avec toutes les valeurs boursières qui se sont écroulées, aussi le marché qui est un peu tendu dans tous les sens. Hier, dans les Échos, il y avait 10 risques pour 2023 économiques. Sur les 10, quand on les regardait, il y en avait peut-être 8 ou 9 qui pouvaient les concerner. Donc, c'est sûr qu'ils vont obligatoirement se reprendre en main. Donc, qu'ils prennent des bonnes ou des mauvaises résolutions, ils doivent prendre des résolutions parce que le statu quo, c'est plus possible. Voilà, moi je suis pas dans leur tête. Je pense qu'ils ont des choses. Après, est-ce que les stratégies que l'un va prendre sur les métaverses en transformant sa boîte de réseaux sociaux, Mark Zuckerberg pour pas le citer. Voilà, par exemple, ou celui qui a commencé à révolutionner l'industrie automobile, mais qui s'est un peu occupé d'autres choses, et peut-être que je pense que les gens de Tesla aimeraient bien quand même qu'ils se retrouvent. Que le Musk revienne aux commandes. Voilà, peut-être, ou en tout cas, mais qu'il y ait des choses qui soient faites et qui soient voilà. Et je pense que chacun doit prendre des résolutions, voilà, et que celles-ci soient les meilleures pour eux. J'espère qu'elles seront aussi pour nous, mais ça, par contre, j'y crois moyen. Est-ce que la première résolution, Marion, en tout cas d'Elon Musk, c'est d'arrêter de faire des sondages à l'instant T sur Twitter? Parce que c'est vrai qu'en plein milieu, entre la dinde, si j'ose dire, et le jour de l'an, on a assisté à ce sondage. Est-ce qu'il faut que je reste CEO Twitter? Dites-le moi. Tweeté par un Elon Musk extrêmement revigoré par les derniers épisodes chez Twitter. Résultat, non. En l'occurrence, les quelques abonnés de Twitter qui ont voté et qui ont participé à ce sondage ont décidé de dire à Elon Musk que non, ce n'était pas forcément le meilleur CEO pour la situation. Oui, mais il va continuer ça. Il va continuer, Twitter va continuer. Moi, ma prédiction, c'est celle-ci. Si je me trompe, je reviendrai et je le dirai. Évidemment, toute franchise. Il tutoie le monde entier, Elon Musk. Ces sondages, cette expression directe, ces petites prises de risque, etc. Ça n'est que le tutoiement, le friendly, entre guillemets, tutoiement qu'il a avec sa communauté de fans. Je veux dire, soyons honnêtes. Je veux dire, il a énormément de détracteurs, mais il a encore plus de gens qui sont complètement admiratif de cette personne qui, effectivement, a secoué un certain nombre d'industries et qui, avec son côté enfant terrible voilà, de la Silicon Valley, je pense qu'il va continuer à provoquer. Il sait très bien, de toute façon, qu'en provoquant, ça va de toute façon servir son propre marketing et donc celui de ses marques, évidemment. D'ailleurs, il avait déclaré, rappelez-vous, il y a 2-3 ans, qu'il n'avait plus besoin d'agences médias et même pas besoin des médias. Il est en permanence... en l'occurrence, le premier poste qu'il coupe dans chaque entreprise, c'est celui des RP, des relations presse. Absolument. Mais lui, il dit, j'en ai plus besoin, j'en ai pas besoin, je suis tellement connu, j'ai tellement de fans, mes voitures se vendent tellement bien que finalement, j'ai pas besoin de ça. Donc Twitter, c'est vraiment son moyen d'imposer son style et de continuer sous prétexte d'avoir une sorte de démocratie participative, etc. Ça, je suis moins sûre que ça durera. Mais voilà, il va continuer, Elon Musk, à nous faire ces musqueries. Il va récupérer ses 200 milliards, tu crois? Comment ? Il va récupérer ses 200 milliards. Oui, parce que je pense que alors c'est comme la météo. Je pense qu'il y a la météo réelle et le ressenti. Et je pense que ce que nous on entend dans notre chair, il a perdu 200 milliards. Je pense que dans la tête d'un investisseur américain ou de Wall Street, le 200 milliards de pertes n'est pas ressenti de la même façon. C'est sûr, mais je pense comme c'est global, comme je l'ai dit, je disais l'article des Échos hier. Quand même, il y a un contexte global. Et en fait, on doit tenir compte d'un contexte global, malgré tout. Même s'il est un peu un franc-tireur qui peut faire ce qu'il veut, etc., il ne va pas lui-même drainer ou changer l'économie mondiale de sa propre volonté. Ou alors, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Non, mais il la secoue pas mal quand même déjà.
Tu penses qu'il peut y arriver à bouger, faire bouger les lignes, faire en sorte que les gens... Personne ne pariait sur Jeff Bezos, qui s'est endetté bien plus que Elon Musk. Et aujourd'hui, Jeff Bezos reste quand même dans le top 3 des hommes les plus riches du monde. Je vais me tourner vers le sismologue et le météorologue numérique de ce plateau. Gaël, tu la vois comment, cette météo, Musk? Moi, je vois surtout derrière tous ces hommes-là et ces femmes aussi, à moins, mais les équipes. On oublie qu'ils gèrent des gens. Et ils l'oublient parfois. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Et ils ont acquis ces personnes par leur aura, par leur vision, qui a inspiré des talents. Et c'est ces talents qui ont propulsé SpaceX, qui ont propulsé énormément de ces personnes dans des sphères économiques stratosphériques. Je pense qu'il y a un rééquilibrage aussi, parce qu'il y a un peu de survente et puis des taux d'intérêt très bas. Je ne suis pas économiste, mais bon, on avait un petit vent dans le dos là, ces dernières années, qui est en train de s'arrêter pour plein de raisons. Post-Covid, post-pénurie de composants, la Chine est fermée, la guerre en Ukraine. On a quand même pas mal de petits vents contraires maintenant, où effectivement on a besoin, et les investisseurs aussi, de se recentrer. Moi, ce que je retiens aussi, la particularité d'Elon Musk et d'autres grands patrons de la tech, c'est quand ils commencent à faire de la politique, ça marche moins bien, parce qu'ils clivent. Et en clivant, on perd une partie de ses clients, on perd une partie de ses financeurs. On a vu quelques marques qui ont dit « Oulala, de l'antisémitisme de retour sur Twitter, c'est pas pour nous ». Avec Ye, par exemple, de la misogynie avec certaines personnes qui se sont un peu attaquées à Greta Thunberg à leurs dépens récemment. Qui a réussi à quand même bien s'en sortir. Et à faire arrêter un influenceur américain. À se faire arrêter. Adam Tate. Bon, on se rend compte qu'il y a quand même quelques petits rééquilibrages, quelques fondamentaux qui reviennent. Pas de racisme, pas de misogynie, pas de harcèlement. Il y a quand même des bases. C'est la base. Il y a quand même des bases et qu'on a beau avoir une grande aura, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut se reconcentrer. On fait de la tech, donc reste sur ton couloir. Anime un peu les gens, mais reste dans ton couloir, ça vaut mieux pour tout le monde et pour toi. Ça, c'est une bonne résolution. En effet, l'autre grande figure dont on a beaucoup parlé en 2022, en tout cas depuis le mois de novembre, et qui va nous animer encore en ce début janvier 2023, c'est Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, deuxième plus grande plateforme au monde d'échange de cryptoactifs. Elle fait faillite en novembre 2022. Ce mardi 3 janvier, Sam Bankman-Fried était devant le juge à New York. En l'occurrence, il a été arrêté aux Bahamas il y a quelques jours, libéré sous caution dans l'attente de ce procès qui vient de se dérouler. Il plaide non coupable. En l'occurrence, c'était une stratégie de défense qui était attendue. Mais au-delà du cas de Sam Bankman-Fried en particulier, est-ce que c'est le procès des cryptos, plus globalement, qu'on est en train de faire? Stéphane. Alors, je vais être assez prudent. Et arrêtez de détruire ce micro. Ça peut me faire plaisir aussi. Ça peut faire très plaisir à notre ingé son, en l'occurrence. Pardon, excusez-moi, monsieur l'ingé son. Non, je vais être très prudent parce qu'une fois, quand on parlait je crois sur Twitter, sur Twitter, il y avait quelqu'un qui disait avec les économies d'énergie, la sobriété, on devrait peut-être arrêter de miner du Bitcoin. J'ai dit, ça serait peut-être pas bête. J'ai juste dit ça, je me suis fait défoncer par la communauté crypto. Donc je fais bien attention à ce que je vais dire parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de... Parce qu'en fait, en plus, même quand ça monte, quand ça descend, il y a toujours une bonne explication. Et à chaque fois qu'elle vient contraire à celle qui a été dite la fois. Mais bon, j'ai pas envie trop de rentrer dans le débat. Parce que j'ai essayé de m'y intéresser, j'en ai même créé une avec un copain. Donc je peux même dire que j'ai essayé de m'intéresser vraiment de près au sujet. Mais pour moi, on est en hiver, on va rentrer dans une sorte d'hiver, je pense, de ça, parce qu'il faut que ça se légifère, il faut que ça se réglemente, il faut qu'on ait quand même... Mais c'est quelque chose de fantastique. Derrière la techno, toute la philosophie est excellente. Tout est beau, sauf qu'elle a été... Il y a eu beaucoup de choses. Mais là, peut-être, il y en a certains qui en ont profité, comme dans n'importe quoi, et qui en ont, malheureusement, ça entraîne une sorte d'ombre. Il y a Solana qui est en chute libre là en ce moment. Encore un autre truc, il y a des amis qu'on connaît bien qui ont perdu des millions de dollars. Et c'est une mauvaise surprise pour eux, quoi. Et donc voilà, il faut aussi, mais je pense qu'on rentre dans une sorte d'hiver où il y aura une régulation qui va être faite, qui doit être faite et qui pourra potentiellement être salutaire pour tout le monde. Donc winter is coming pour les cryptos, c'est ce que tu nous dis, mais en même temps, il ne faut pas jeter tous les cryptoactifs avec le liquide de refroidissement des machines dans lesquelles elles sont minées. Non, c'est pas la mort du monde des crypto-monnaies et de la blockchain, etc. Ça n'est que le début, mais ça me fait penser à une chose, c'est les débuts du e-commerce en France.
concurrence avec PèreNoël.fr, rappelle-toi. Ah oui. Plus personne n'investit sur PèreNoël.fr. Mais pas du tout, mais vous parlez de gagner de l'argent et des sommes hallucinantes. Et qui avait même fait un lancer de billets comme ça sur le champ de Mars. Non, mais on avait des grandes heures de pyramide de Ponzi chez nous aussi, comme avec FTX. Et puis finalement, le site a évidemment fermé et ça a eu donné un hiver glacial dans le e-commerce français pendant quelques années. Mais ça n'a pas arrêté l'e-commerce pour autant, au contraire, c'était le début des premiers usages. Ça me rappelle, moi, cette histoire de ce scandale FTX, un récent article du Monde qui dit, qui reprend finalement la phrase d'un investisseur américain, parce que là aussi, l'hiver va être dû, à mon avis, à un gel des investissements, en tout cas un peu plus de portfolio plus précis sur la question, avec des vérifications de profil. C'est un investisseur qui dit au journal Le Monde, le capitalisme en t-shirt, c'est terminé. Et je ne sais pas si cet investisseur a raison, mais tout ça est pour dire que les jeunes, les petits jeunes trentenaires comme Bankman-Friedman, justement, qui s'était lancé tout jeune sur le sujet. Maintenant, on va vérifier un peu ces profils-là. On va faire un peu de check sur le sérieux de ces personnes qui font quand même des montages financiers parfois extrêmement sophistiqués. C'est le cas d'FTX, qui est quand même aujourd'hui à une sophistication incroyable. C'est pour ça qu'il considère qu'il n'a pas été coupable. Il pense qu'il a tout bien fait légalement. Il pense qu'il a bien fait, mais ses cofondateurs, eux, plaident coupables pour le procès du 2 octobre prochain. Donc il y a quand même un petit problème. Sur les cryptos, je pense qu'on va continuer à voir probablement des acteurs peut-être, et c'est le début de la régulation, qui vont s'investir plus concrètement, des gens qui sont déjà régulés en fait, des acteurs régulés. Moi je pense que c'est ça. Et à titre indicatif, la Chine vient de lancer d'ailleurs son NFT cette semaine, son premier NFT officiel. Le gouvernement chinois vient de le faire. Bref, bonne résolution à prendre. Donc sur ce plateau, méfiez-vous des hoodies, des t-shirts et des imitations. Mais oui, toujours évidemment, Gaël, et de PèreNoël.com aussi. On va s'en méfier désormais. Merci infiniment. Puis un point .fr en plus à l'époque. Oh là là. PèreNoël.fr. Je vais vérifier tout de suite. Je vais le googler dans une seconde. Merci en tout cas les amis d'être venus faire un tour sur le plateau de l'École du Futur pour commenter ces premières actus de 2023. On se retrouve évidemment avec vous, peut-être ou pas, on verra la semaine prochaine pour continuer à commenter ces actus. Et nous dès demain pour un prochain épisode de l'École du Futur, on finira justement notre revue de tendance avec l'EdTech demain, vendredi.